Vous avez été plus de 71% sur Instagram à me dire que vous réalisez vous aussi de la réathlétisation. Joueur, kinésithérapeute ou préparateur physique. Quelle est finalement la place de la réathlétisation dans notre prise en charge avec nos sportifs, dans la rééducation? Est-ce que chacun en fait? Est-ce que chacun l'oublie? Est-ce que c'est un passage obligé pour nos sportifs? Tant de questions dont j'avais envie de répondre aujourd'hui dans ce Let's Talk. Et je vous propose une nouvelle discussion à propos de la place de la réathlétisation dans la rééducation. Parlons-en. Pierre Poulain, kiné du sport, et aujourd'hui nous allons tenter de répondre à certaines questions que se posent les kinésithérapeutes, les préparateurs physiques et les sportifs en général. Avant de commencer, je tiens à signaler que mon avis sur la question est forcément bien tranché, vous vous en doutez par rapport à ma position. Je réalise quotidiennement de la réathlétisation en étant kinésithérapeute, en étant futur préparateur physique. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite, et c'est super important pour mon travail, de vous abonner, de liker et de commenter cette vidéo. Si je devais définir ce qu'est la réathlétisation, elle est pour moi le but ultime d'une rééducation. Elle permet de tester et valider des acquis qu'on a établis lors de la rééducation en salle, de rétablir le schéma sportif initial avec des procédés techniques de volume, de vitesse et de force en rapport au sport. Lors du salon Isokinétique qui s'est tenu cette année à Lyon en 2022, on a pu avoir cette infographie qui est connu, qui est repris aussi par bon nombre d'entreprises de formation, et on voit qu'il existe plusieurs phases lors du Return to Play. Sur ce schéma, il est d'ailleurs intéressant de visualiser qu'il y a une phase commune entre la réathlétisation et le degré de performance. Et c'est nous, kinés du sport, préparateurs physiques et coachs, qui allons devoir porter notre athlète du début jusqu'à la fin de ce RTP, jusqu'au retour à la compétition. Passer ces phases de réhab va demander un bon nombre de testing, de screening et de revoir et de revérifier avec notre joueur s'il a validé les précédents acquis. C'est pour moi essentiel et je trouve qu'on fait une faute grave en tant que professionnel de santé si on ne valide pas ces acquis et ces phases avant d'avancer dans le continuum de réathlétisation. Sur ce schéma, on voit qu'il y a plusieurs phases de réhab et il y a plusieurs RTP, OFR, RTT, RTC, RTP. Bon, qu'est-ce que c'est tout ça? Nous, finalement, ce qui nous intéresse, c'est le Return to Play en lui-même, mais il serait inefficace de ne pas diviser de cette façon-là le RTP. Alors, je m'explique. Le OFR, c'est le On-Field Rehab, donc c'est la réathlétisation et le retour sur le terrain avant l'entraînement. Le Return to Train, c'est le retour à l'entraînement avec le groupe. Ce que j'ai pu voir moi dans le football professionnel, c'est que notre joueur, après sa blessure, on le faisait regagner l'entraînement étape par étape. Il faisait une première partie de l'entraînement avec le groupe, comme par exemple l'échauffement, puis la séance technique, puis le jeu de groupe qu'à la fin, il avait souvent un chasuble, on disait qu'il était joker ou intouchable, et les autres joueurs ne pouvaient pas rentrer en contact avec lui. Et le RTP, c'est le Return to Play qu'on connaît. À ça, et c'est la dernière des phases, il y a le retour à la performance, le retour à la compétition. J'aimerais que de ce schéma, vous reteniez deux choses. Il y a le RTS, le Return to Sport, et le RTP, le Return to Play. Le Return to Play, je le délivrerai plus aux préparateurs physiques, ça fait toujours d'ailleurs débat dans les clubs. Et nous, kinés, on va se situer dans le RTS, dans le Return to Sport et dans le début de la performance. Il va falloir réhabituer le joueur à être efficace. La partie technique et la partie compétition, on va les laisser aux coachs et aux préparateurs physiques qui connaissent davantage ce sport. Tiens d'ailleurs, à tous les footballeurs qui nous regardent, voici un document pépite que j'ai travaillé, que j'ai refait à neuf et qui vous explique les différentes phases que vous devez mettre en place avec vos entraîneurs pour pouvoir retrouver progressivement les terrains, combien de minutes vous devez jouer au début, lors de votre premier match, combien vous devez jouer lors du deuxième, troisième, quatrième match. Puisqu'on vous connaît les gars, la première question que vous posez c'est quand est-ce que je peux jouer ou quand est-ce que je reprends? Voilà, on la connaît cette question, on l'a tout le temps. Vous intéressez d'abord à votre Return to Play avant de vous intéresser à votre rééducation. Step by step, en tout cas là je vous mets un document pépite que vous pouvez utiliser et montrer à votre entraîneur. Bien, maintenant qu'on a défini ce qu'était la réathlétisation, je vais essayer d'étayer mon point de vue et d'argumenter le fait qu'une rééducation sans réathlétisation n'est pas une rééducation. Je vais prendre le cas et vous donner des chiffres sur les blessures qui reviennent le plus souvent comme le LCA et les lésions musculaires. Je rappelle que la réathlétisation, c'est un moyen rapide et sûr de retourner au sport. Il minimise le risque de reblessure et il va permettre le retour à la performance. À propos du ligament croisé antérieur, on remarque que 35 à 45% des patients ne font pas de Return to Sport et 17% d'entre eux sont des athlètes confirmés. Pour les jeunes athlètes de moins de 21 ans, 30% ont un risque de récidive. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le jeune athlète, si ça vous intéresse, elle est juste ici. La non-planification après LCA de séance de réathlétisation va retarder la date du premier match. Et seulement 63% des joueurs auront retrouvé leur niveau initial.
Alors rendez-vous compte, on a eu ces chiffres avec mon collègue du centre de formation de Troyes à l'Estac au salon Isokinétique à Lyon. On était juste effarés de constater que même en 2022, on en était là. Je vous avais parlé des LMA sur les ischio-jambiers. Eh bien, sachez que pour cette pathologie, si vous ne réalisez pas de sprint à la fin de votre réathlétisation, c'est un risque de récidive de plus de 30%. Dans le football amateur, c'est 33% de chance en plus de rechute sur ces pathologies. Je vous ai parlé de OFR tout à l'heure, On-Field Rehab. Eh bien, si on réalise le questionnaire IKDC avec ces sportifs pour revenir sur le LCA, eh bien, on a remarqué une différence et des résultats significatifs de plus de 10% entre ces deux groupes. Quant au score de l'IKDC, les joueurs qui avaient réalisé un OFR incomplet avaient un score de 85% contre une population qui avait réalisé une phase de OFR complète avec quant à eux un score de 95% sur le IKDC 2000. Bon, j'arrête les chiffres, on va simplement discuter désormais et vous avez bien compris quelle était ma position et je trouve que c'est une hérésie de ne pas faire de réathlétisation avec vos patients. Si je pouvais simplement parler de ce que je retrouve sur les terrains quand j'en fais et quand j'en fais pas, je trouve qu'il y a une phase d'adaptation qui est réalisée sur le terrain avec le joueur quand on fait de la réathlétisation et il y a donc un risque de rechute qui est bien plus faible. Il y a aussi un effet indésirable quand on se blesse, c'est le détraining. Le détraining, c'est la perte musculaire, c'est la perte de qualité aérobique, de cardio, de VMA. Et pour moi, c'est pas forcément dans un cabinet où on va pouvoir retrouver ces qualités athlétiques à 100%. Il y a aussi un aspect psychologique à prendre en considération. Je vois ce qui se fait dans le football professionnel français. J'ai des collègues qui font remplir maintenant de plus en plus de questionnaires psychologiques avant de retrouver les terrains. Et puis après le premier, le deuxième match après la blessure. L'aspect psychologique est à prendre en considération et la réathlétisation est un bon outil pour retrouver confiance en son jeu. Il y a aussi un déconditionnement neuromoteur qui est à souligner. Alors bien sûr, il va y avoir une baisse de la vigilance, de la proprioception, des qualités neuromusculaires et je vous laisse d'ailleurs en description tout un nombre d'articles qui en parlent. Si je peux finir, et j'en ai même parlé tout à l'heure, avec l'intérêt de la réathlétisation quant au travail cardiovasculaire, ce n'est uniquement en travaillant sur un terrain avec du volume et de la charge qu'on pourra retrouver des qualités cardiovasculaires stables et normales. Bien, je viens de détailler finalement et argumenter le fait de faire de la réathlétisation. Je vais maintenant poursuivre en rentrant un peu plus dans le sujet, en parlant plus de l'entraînement et dans ce qu'on doit retrouver lors d'une séance de réathlétisation. Il va falloir profiter de cette période pour travailler sur les points faibles. Quand je travaille avec un joueur de foot, par exemple sur le terrain, en réathlétisation, les premières séances vont me permettre d'analyser et de voir un petit peu ce que donne mon joueur. Je vais garder sa qualité de gestuelle, je vais regarder son changement de direction, je vais regarder son travail de rythme, son travail d'appui, son travail de sprint par exemple, et je vais travailler sur ses points faibles. Par exemple, sur une séance de changement de direction, je vais travailler sur son avant-dernier appui, le pénultième appui, avec le CMAS, donc c'est la façon de placer son genou avec un valgus ou non dynamique, le placement de la cheville, de la hanche et du tronc. Je parlais de l'aspect psychologique tout à l'heure. Moins il y a de participation émotionnelle avec le sportif, plus il a des chances de retrouver le terrain de façon précoce. On reparle un petit peu du cardio et de la VMA. Sachez que ce que nous dit la littérature scientifique, une séance par semaine pendant 4 semaines, c'est un maintien de la VO2 max et de la VO2. Alors, comment réaliser une séance de cardio quand on a une immobilisation, quand on a une attelle, quand on a un plâtre? Sachez qu'il existe toujours des solutions. Avec le matériel que nous est proposé par les firmes et par les entreprises de sport, il y a des solutions à tout. Alors oui, il faut posséder parfois le matériel, mais vous pouvez travailler votre cardio même quand vous êtes immobilisé. Mais ça ne remplace pas une vraie séance aérobie, je m'explique. Si vous faites un travail cardio, comme je vous l'ai expliqué auparavant, mais que vous ne faites pas de vrai travail aérobie, eh bien vous allez perdre en VO2 max. On observe alors une diminution de la capacité aérobie de 20%. La réathlétisation, c'est aussi un bon moyen pour se rendre compte du sport que pratique votre patient. Même si vous ne connaissez pas son sport, c'est aussi un bon moyen pour vous de vous rendre compte de la symptopathologie, des contraintes qu'il peut y avoir. Si je peux finir et convaincre mes collègues kinés qui ne font pas encore de réathlétisation, sachez que sur votre contrat d'assurance, que ce soit avec n'importe quelle entreprise qui vous assure au niveau de votre RC Pro, de votre responsabilité civile professionnelle, vous avez une mention et si ce n'est pas le cas, vous pouvez demander la mention qui stipule que vous êtes assuré même sur un terrain ou même quand vous organisez quelque chose auprès d'une équipe sportive, que vous encadrez des sportifs sur un événement, que vous réalisez des soins en dehors du cabinet, vous êtes assuré et je peux vous l'assurer. Oh la vache!
Si, et je vous l'ai dit au début de cette vidéo, une vidéo dédiée à la réathlétisation et à l'organisation de celle-ci de 1 heure, 1 heure et demie de séance de réathlé avec mes sportifs au cabinet et en dehors vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je ferai cette vidéo, je ferai un truc canon avec du warm-up, du changement de direction, du sprint, enfin bref la totale, dites-moi tout dans les commentaires. Voilà, vidéo terminée sur le sujet de la réathlétisation, j'espère que je vous ai convaincu de vous aussi faire de la réathlétisation avec votre patientèle, avec vos sportifs. Et si vous faites déjà de la réathlétisation, grand bravo à vous, c'est top. Il faut continuer et il faut essayer de faire ça aussi à l'extérieur sur différentes surfaces, adapté quand il pleut, adapté en fonction de la météo et de l'année. Je pense qu'il faut briser cette image de la kiné, en tout cas conventionnelle, et il faut créer de nouvelles choses. Et la réathlétisation, qui n'est pas une base naissante, nous permettrait de finalement nous ouvrir sur de nouvelles choses, nous kinésithérapeutes et kinés du sport. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous invite encore une fois à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle discussion. À très bientôt sur la chaîne Kinéast Sport and Performance. Bye.